va, au travers de cette première ensemble de conférences, aller parler d'un des 3 aspects incontournables de l'innovation dans le monde de la formation professionnelle, à savoir les sciences cognitives. Après, cet après-midi, on va parler aussi de la XR, du métavers, on va parler de tout ce qui transforme les postures des formateurs, les modèles économiques des organismes de formation. Mais tout de suite, d'abord, on a la chance de pouvoir accueillir de nouveau cette année Son Lee, qui va venir nous parler de Didask, dont il est un des fondateurs, pardon, même. Mais au-delà de l'entreprise, c'est aussi le chercheur que l'on va aujourd'hui recevoir, parce que les sciences cognitives sont aujourd'hui à leur apogée dans le monde de la formation, parce qu'il y a 10 ans, c'était vraiment dans le monde uniquement de la recherche qu'on pouvait parler de cela. Et aujourd'hui, eh bien, on va se rendre compte que tous les travaux qui ont été faits dans ce domaine vont porter leurs fruits directement, non seulement dans le travail au quotidien d'un formateur, mais dans le travail de conception des ressources, de conception des dispositifs. Et c'est là où aujourd'hui, Son va nous proposer tout un tas de pistes qui sont ces éléments à prendre en compte dans la conception de ces dispositifs, de ces ressources, de manière extrêmement pratique. Alors, une demi-heure, mais une demi-heure dans laquelle on pourra, si vous le voulez, poser plein de questions pendant ce temps. Et tout de suite, Son, c'est à toi, parce que tu as beaucoup de choses éclairantes à nous partager. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui, parfait. Super. Merci beaucoup Yannick pour cette présentation et bonjour à tous. Non, vous entendez mal ? Ouais, je vais prendre le micro. Là, c'est mieux ? Ouais, c'est beaucoup mieux. Ok, super. Merci Yannick et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu pour m'écouter là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Son Lee, je suis le CEO et cofondateur de la société Didask et également chercheur spécialisé dans les thématiques d'éducation et de formation et notamment en sciences cognitives appliquées à l'apprentissage. Juste quelques mots sur Didask rapidement. Donc, Didask, c'est une solution de e-learning qui permet de créer, de diffuser vos formations e-learning. Rien de plus classique jusque-là. Notre particularité, c'est de proposer en fait une IA pédagogique, qui est une forme d'assistance pédagogique intégrée qu'on a élaborée à partir des sciences cognitives. Et à partir de cette année, on y ajoute de l'intelligence artificielle. L'objectif étant de vous aider à créer rapidement des formations qui soient réellement efficaces en matière d'apprentissage final. Cette question de l'efficacité pédagogique, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre de pourquoi est-ce qu'elle est importante. C'est la raison même de ce pourquoi on est tous ici. Je pense quand même que sur le marché, c'est un sujet qui émerge de plus en plus, notamment parce qu'après toute une période dans laquelle on découvrait un peu tous le e-learning, les plateformes, les solutions, on se rend compte aujourd'hui que c'est l'un des vrais facteurs d'engagement durable des apprenants qui, maintenant qu'ils ont tous découvert ce que c'était que l'e-learning, qu'ils ne cèdent plus trop aux paillettes, ce qui fait qu'ils viennent et qu'ils reviennent sur des e-learning, c'est si, au fond, ça leur a été utile. S'ils ont vraiment la sensation d'avoir appris quelque chose qui a changé, qui leur a permis de mieux travailler, d'être mieux dans leur travail. Donc, je pense que c'est un sujet qui est devenu de plus en plus important et c'est ce qui explique aussi, effectivement, ce que disait Yannick, qui est l'intérêt un peu croissant qu'il y a aujourd'hui pour cette question des sciences cognitives. Et notre vision en fait à Didask depuis le début, la société a maintenant 8 ans, dans la vision, la mission, notre solution technologique, on la propose depuis 3 ans seulement maintenant, mais notre vision était que cette question de l'efficacité pédagogique, elle dépend beaucoup de la capacité des utilisateurs à faire de la bonne ingénierie pédagogique au fond, parce qu'on sait qu'il suffit pas de délivrer son contenu pour que les apprenants de l'autre côté parviennent à l'intégrer. Et je pense que c'est cette distinction-là
qui est pas spontané hein. Quand on est prof, moi quand j'étais en thèse et que j'étais jeune, on m'a demandé de donner un cours. Mon premier réflexe a été de poser sur des slides tout ce que j'avais envie de raconter, et je me suis pas posé une seule seconde la question de qu'est-ce qui se passait dans la tête de mes apprenants à ce moment-là. C'est normal, c'est le réflexe. Sauf que dès qu'on veut qu'il y ait vraiment un impact, en fait, on sait très bien qu'il faut réfléchir dans le sens inverse, et ça, c'est le propre de l'ingénierie pédagogique. J'imagine qu'il y a beaucoup de concepteurs et d'ingénieurs pédagogiques qui sont ici dans la pièce. Ça va vous parler. Et donc, notre vision était que la plupart des solutions technologiques, hein, qui sont de plus en plus formidables, qui proposent des tas de choses, laissent souvent les utilisateurs un peu livrés à eux-mêmes, finalement, cette question de l'ingénierie pédagogique. Or, c'est pas toujours simple, hein. Déjà, on a plein d'experts qu'on a besoin de faire créer, qui sont pas des experts du e-learning, hein, qui juste ont une expertise, qui ont besoin de la transmettre rapidement, et qui, eux, vont pas avoir tout le temps de faire ce travail de réflexion-là. Et si on ne les aide pas, et s'ils n'ont pas une techno qui les aide, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire des slides. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, que leur métier c'est autre chose, et même s'ils savent, pour certains, que c'est pas efficace, malgré tout, c'est comme ça qu'ils vont faire. Et après, même pour les gens qui sont des ingénieurs pédagogiques professionnels, on sait que faire une bonne scénarisation pédagogique, choisir les bonnes modalités, ça prend du temps, c'est difficile. Il y a des sujets de formation, des fois complexes à traiter en e-learning, on ne sait pas comment bien les faire, et donc, voilà. Nous, on a voulu justement travailler sur apporter en fait tout ce que les sciences cognitives nous enseignent sur ce sujet. Donc les sciences cognitives sont toutes ces sciences qui s'intéressent aux mécanismes profonds de l'apprentissage et qui précisément s'intéressent à la manière, à tout ce qui va se passer dans le cerveau de l'apprenant pour qu'il réussisse à intégrer ce contenu que vous lui transmettez. Et ce qu'on ignore assez souvent, c'est que les sciences cognitives sont très opérationnelles en fait. Elles ne parlent pas que de la théorie, de la manière dont le cerveau fonctionne. Elles délivrent des messages opérationnels très concrets sur les modalités pédagogiques optimales en fonction du sujet que vous avez à traiter et du profil de vos apprenants. Et c'est là où elles ont une richesse opérationnelle très forte pour les acteurs de terrain qu'on a voulu nous mettre dans une technologie. Donc si vous voulez en savoir plus sur la technologie, je vous invite à aller voir nos stands et mes équipes hein, qui sont... J'ai un doute sur le numéro du stand, mais on est devant le pôle. Donc au moment où vous aurez faim, vous nous trouverez. Et moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais... voilà, je veux pas passer du temps à vous présenter la technologie ici. Je veux plutôt vous transmettre quelques petits enseignements importants, enfin petits mais néanmoins très importants, qui nous semblent être aujourd'hui ceux qui sont les plus importants pour tout acteur qui se retrouve aujourd'hui à devoir créer des formations efficaces et que vous pourrez appliquer, j'espère, quelles que soient les solutions que vous choisirez. Alors, je vais passer sur quelques exemples. Le sujet important que vous devez avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle. On aurait envie de dire, ok, comment est-ce qu'on apprend dans l'absolu? Eh bien, il n'y en a pas une manière en réalité. Ça dépend, comme je vous disais, beaucoup des sujets et des problématiques. C'est ce qu'on a modélisé, nous, chez Didasque, sous la forme de ce qu'on appelle les enjeux cognitifs principaux. L'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'à chaque notion que vous avez besoin de transmettre, pour pouvoir faire un bon choix pédagogique, l'idée, c'est d'identifier ce qui représente l'enjeu cognitif principal pour l'apprenant pour qu'il se l'approprie efficacement, au sens de la difficulté principale sur le plan cognitif. L'un des exemples qu'on a très souvent, notamment dans la formation pour adultes, c'est celui-là. C'est le cas dans lequel vous traitez d'une notion qui n'est pas une notion toute neuve, ou en tout cas qui va venir en conflit avec des représentations préexistantes ou des réflexes existants de l'apprenant. Quand on fait du changement, c'est souvent le cas, ou quand on va former sur des sujets, par exemple la formation de manager, typiquement. Tout le monde a déjà une représentation en tête de ce qu'est un bon manager et la manière dont il doit s'y prendre. Et donc, ce que la recherche a montré dans ces cas-là, c'est que c'était très peu efficace de commencer d'entrée par délivrer votre contenu, vos nouvelles informations, vos nouvelles théories, tout simplement parce que ça vient en conflit avec les modèles mentaux que vos apprenants ont déjà encodés dans leur mémoire à long terme. Et vos informations, en fait, elles vont venir en conflit. Donc, soit le cerveau va les éliminer, soit il va mal les encoder, parce que le cerveau cherche toujours de la cohérence. Donc, il va essayer de rendre les choses cohérentes. Et si vous le laissez faire tout seul, ça peut mal se passer. Ce que la recherche a montré, c'est que dans ces cas-là, c'était beaucoup plus efficace de commencer par un premier temps dans lequel vous allez aider les apprenants à prendre conscience de leur propre schéma et de leurs propres modèles mentaux. Parce que le problème, c'est que souvent, on n'en a pas conscience de nos modèles. Et donc ça, comment est-ce qu'on fait? On le fait par exemple, en e-learning, des petites mises en situation dans lesquelles vous confrontez l'apprenant à une situation typique et vous lui dites, et vous le laissez exprimer les choses. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? C'est important que ça soit lui qui l'exprime et ensuite de lui faire réaliser par des petits feedbacks. Alors ça, en e-learning, ça se fait très bien justement par plein de petits systèmes interactifs de feedback dans lequel, en fonction des choix qu'il fait, il lui dit moi je ferais comme ça. Vous lui dites ok, je comprends pourquoi est-ce que tu procéderais comme ça, mais est-ce que tu t'es déjà dit que la conséquence pourrait être celle-ci?
Ce faisant, en fait, vous faites prendre conscience à l'apprenant de la manière dont il réfléchit. Et ensuite, quand vous lui transmettez les informations et les nouvelles théories, il est beaucoup plus prêt à les accepter et il comprend beaucoup mieux comment reconfigurer ces schémas mentaux. Voilà. Et ça, au global, la recherche a montré que c'était très efficace de s'y prendre comme ça. C'est un premier exemple d'enseignement, par exemple, des sciences cognitives. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, vous avez des sujets de formation où il n'y a pas de conflit avec des modèles mentaux. La problématique principale, c'est qu'il y a beaucoup d'informations à mémoriser. Quand je dis mémoriser, ça veut dire que c'est des informations dont vous devez être capable de vous rappeler par cœur le jour J. En situation. C'est le cas, par exemple, on le voit beaucoup dans les formations de commerciaux, vous savez, dans lesquelles il faut apprendre les caractéristiques de plein de nouveaux produits. Et quand vous avez le client devant vous, vous pouvez pas dire attendez, je vais aller consulter ma brochure. Vous voulez que l'apprenant et le vendeur soient capables de se rappeler par cœur sur le coup. Bon, bah ça, c'est un enjeu spécifique sur le plan cognitif. La manière dont le cerveau fonctionne pour faire ça, c'est qu'il a besoin de ce qu'on appelle de traces mentales. Les traces mentales, c'est des sortes de chemins de récupération, d'accès, en fait, que le cerveau va pouvoir emprunter le jour J pour être capable de retrouver l'information rapidement. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont dû voir le film d'animation Vice Versa. Vous savez, avec cette représentation de la très grosse bibliothèque dans laquelle il y a des livres qui sont cachés, et le problème, c'est de retrouver où est le livre. Bon, bah, c'est exactement ça. Imaginez-vous que ces traces mentales, c'est le système d'indexation qui vous permet de retrouver l'information là où elle est. Bon, bah ça, il y a une manière de s'y prendre pour créer ces traces mentales. Elles se font pas n'importe comment. Une manière, notamment ce que la recherche a montré, c'est que ce qui était efficace, c'est de présenter l'information d'abord, et ensuite de laisser passer du temps. Et ensuite seulement de demander à l'apprenant de faire ce qu'on appelle un effort de récupération en mémoire. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Des fois, on parle de réactivation, par exemple. Donc, l'intérêt, c'est qu'on demande à l'apprenant d'essayer de se rappeler. En e-learning, on peut faire ça par des systèmes de flashcards. Nous, c'est comme ça qu'on fait sur Didasque, dans lequel, en fait, on va poser la question à l'apprenant. C'est lui qui doit essayer de restituer de mémoire. Et une fois qu'il pense avoir la réponse, il retourne la carte et il voit la réponse. Et quelque part, peu importe s'il se trompe, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est le simple fait d'avoir fait l'effort qui fait que le cerveau, c'est une machine très feignante. Donc, quand elle voit qu'elle a eu à faire un effort la fois précédente, elle se dit hors de question que j'ai à refaire ça la fois d'après. Donc, elle va se faire le petit chemin d'accès qui va faire que la fois d'après, elle va pouvoir le retrouver par elle-même. Un troisième exemple. Alors, des fois, c'est pas tant des informations à mémoriser. Des fois, il y a peu de concepts et il y a peu de notions dans votre formation, mais c'est des concepts un peu profonds, voilà, un peu complexes, dans lesquels, en réalité, il y a qu'à comprendre le concept en théorie et il y a à être capable de l'appliquer pour de vrai en situation, sachant que ça change en fait à chaque fois et que dans la pratique, il y a toujours un peu des raffinements. Bon, ça arrive dans pas mal de cas de figure. Là, la problématique que la recherche a mis en évidence, c'est que le cerveau a tendance, en fait, quand on vous explique des choses, notamment des choses un peu théoriques, et qu'on vous les réexplique, on vous les explique même très bien, à rentrer dans un phénomène, ce qu'on appelle d'illusion de maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, plus on vous explique les choses de manière descendante et plus vous avez l'impression de comprendre, c'est-à-dire plus se crée un gap entre votre métacognition, c'est-à-dire votre analyse de votre propre compréhension et la réalité. Ça nous est tous un peu arrivé, ça, je pense, des fois, de participer, typiquement à des conférences. Je suis sûr que vous êtes en plein d'illusions de maîtrise, vous allez le voir, dans lequel vous avez l'impression de comprendre, et puis le jour où après vous allez vous retrouver à devoir essayer de réexpliquer par vous-même ce que je suis en train de raconter, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus difficile. Et ben ça, c'est exactement le phénomène d'illusion de maîtrise. Donc ça, il y a des manières de le briser, de l'éviter. C'est vraiment l'un des plus gros, celui-là, aussi l'un des plus gros obstacles à l'apprentissage. Et donc là, il y a vraiment qu'une manière de procéder. C'est de faire en sorte que dans le temps de la formation, de briser en permanence l'illusion de maîtrise en proposant des petits exercices d'application en permanence qui vont permettre à l'apprenant de faire l'erreur, des erreurs, de s'apercevoir qu'en fait, il n'avait pas compris les choses exactement comme il fallait les comprendre, et par des feedbacks, de réajuster sa représentation pour qu'il ait une véritable compréhension profonde du concept. C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent vous entendez les chercheurs en sciences cognitives dire que l'erreur est centrale dans l'apprentissage. C'est à cause, fondamentalement, de ce phénomène d'illusion de maîtrise. Typiquement. Alors, juste une chose, ça paraît simple et ça paraît assez évident, ça, comme principe, mais je vous assure qu'en pratique, pour nous travailler avec beaucoup de clients qui mettent en place beaucoup de formations, on se rend compte que c'est l'un de ceux
c'est l'un de ceux qui est le plus mal appliqué en réalité. Souvent, ça se transforme ça en ok, donc je vais faire mes 3 journées de formation et la dernière demi-journée, je vais faire des cas pour que les gens apprennent. Le problème, c'est que c'est trop tard. En fait, quand vous avez passé 2 journées et demie à balancer de la théorie aux gens, en fait, les gens en fait encodent des nouvelles informations. Vous passez déjà aux nouvelles informations et théories, et en plus ils construisent sur des informations qui ont été mal encodées. Donc c'est de pire en pire en plus à chaque fois. C'est-à-dire que tout en fait s'empile et vous construisez une compréhension profonde qui est assez mauvaise. Et à la fin, vous demandez à vos apprenants, bah regarde, vas-y, résous ce cas. Et là, il doit tout mobiliser ce que vous lui avez transmis pendant 2 jours et demi, et c'est évidemment une catastrophe parce que c'est impossible en fait de réussir à réaliser ça. Là, quand on parle de briser l'illusion de maîtrise, on parle de choses qui sont beaucoup plus de court terme. C'est-à-dire se dire vraiment sur une demi-journée quasiment, voilà, pour être très simple, il faudrait qu'il n'y ait pas la moindre demi-journée de formation sans qu'il y ait une phase d'application où l'apprenant peut se tromper et réajuster ses représentations. Est-ce qu'on pourrait dire alors que justement pour pouvoir mettre ça en application, c'est d'aller créer des activités pédagogiques qui vont transformer la posture de l'apprenant de celui qui reçoit à celui qui met en œuvre et applique et pratique, que ce soit par l'échec ou pas, peu importe, c'est qu'il fasse quelque chose et qu'il devienne acteur de son apprentissage. Alors oui, je pense que derrière tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette notion d'activité, être actif dans son apprentissage, alors c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est vrai, mais c'est pas vrai n'importe comment. C'est pas vrai n'importe comment. Je pense qu'il faut faire attention à pas tout mélanger cette notion d'activité. Je pense que quand les chercheurs parlent d'être actif dans son apprentissage, c'est beaucoup de ça dont on parle. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est important. En fait, comme l'apprentissage, c'est vraiment la reconfiguration de modèles mentaux. Hein. Genre sur le plan biologique, c'est vraiment des réseaux neuronaux. C'est des choses qui ne peuvent se passer que si l'apprenant réalise activement lui-même ce travail de reconfiguration. C'est ça qu'on veut dire. Et notamment, cette problématique de l'illusion de maîtrise fait que ça ne peut passer que par une activité de l'apprenant, parce qu'il n'y a que si vous le laissez lui faire et éventuellement se tromper que vous allez pouvoir réajuster. Mais par exemple, pour briser une idée reçue sur la question de l'activité, souvent ça va se transformer, par exemple, quelque chose contre lequel on se bat beaucoup en tant que chercheur, c'est la pédagogie par la découverte. C'est le fait de dire, en fait, ce qui est bien, c'est de plonger les apprenants et dès le début et de les lancer dans la piscine, et c'est à eux de faire et de découvrir. En fait, ça, la recherche a montré que c'était assez inefficace en réalité, parce qu'en fait, ça les met dans une situation de surcharge mentale complète, dans lequel en fait ils perdent plus de temps à essayer de comprendre même les bases de ce que vous essayez de leur expliquer, alors qu'en fait ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de commencer d'abord par quand même leur transmettre les notions de base et après simplement de leur faire appliquer. Donc voilà, c'est le cas hein, évidemment, mais il faut faire il faut juste faire un petit peu attention aux ajustements. Ça, c'est une déclinaison du précédent qui est intéressante aussi, qu'on explique assez peu, qui est que des fois, alors c'est un peu un dérivé de celui-là, c'est des concepts à savoir appliquer, mais des fois ils sont particulièrement complexes. C'est vraiment des cas où vous devez résoudre, je prends un cas extrême d'un MBA dans lequel vous devez résoudre des études de cas de stratégie. Voilà. Donc évidemment, résoudre une étude de cas de stratégie, c'est très complexe. Il y a énormément de choses, énormément de paramètres. Et donc ça, on pourrait se dire, si j'applique le cas précédent, je transmets la théorie et ensuite, tout de suite, je mets l'apprenant devant des exercices d'application pour qu'il essaie de faire et qu'il se trompe. La nuance. Le problème, c'est que quand c'est trop compliqué et qu'il y a trop de choses à mobiliser d'un coup, on met l'apprenant en surcharge cognitive à nouveau et en fait, le cran est tellement élevé que l'erreur va être contre-productive. Parce qu'en fait, et notamment en termes de démotivation, non seulement il va pas y arriver, et en plus ça risque de le démotiver. Ce qui marche beaucoup mieux sur ce genre de cas, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des cas résolus. C'est-à-dire que de montrer dans un premier temps un cas, mais que vous résolvez et vous lui montrez étape par étape comment vous réfléchissez. Et ça permet en fait de réduire considérablement la charge mentale parce qu'il se concentre déjà à comprendre toutes les étapes de votre raisonnement. Et ensuite, quand il se retrouve à devoir l'appliquer, c'est déjà plus simple pour lui parce qu'il peut s'accrocher à chacun des éléments que vous lui avez transmis.
est dans la voiture à devoir exécuter tout ça. Et bien c'est la même chose pour toutes les autres compétences de ce type que vous pourriez être amené à mobiliser. Pensez à découper la phase d'apprentissage dite à froid de la phase d'apprentissage à chaud. Vous ferez beaucoup de bien à vos apprenants. Alors j'ai une question quand même. Et si entre le livre et la voiture, on mettait un simulateur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben justement, en fait, le simulateur, ça serait encore un cran entre les deux. C'est-à-dire que dans le simulateur, tu as déjà des mouvements à faire. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'avant même de s'intéresser aux mouvements que tu dois faire, à appuyer sur la pédale, etc., déjà assurer tout. L'important, c'est de s'assurer que la personne sait a priori qu'est-ce qu'il faut faire. Et en revanche, après, pourquoi pas effectivement la mettre dans un simulateur avant de la mettre dans la voiture. Là, vous crantez encore un peu plus les passages en difficulté. Mais effectivement, c'est la même logique. Tout à fait. Bon, un dernier petit point, parce que je sais que ça va vous intéresser, hein, c'est la question de la motivation de l'apprenant. Aussi, hein, les sciences cognitives nous enseignent pas mal de choses sur comment motiver les apprenants. Parce qu'évidemment, parfois, en fait, on sait ce qu'il faut faire. C'est juste qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de s'en préoccuper, on n'a pas envie d'y passer du temps. Voilà, bon bah ça c'est un sujet en soi qui se traite évidemment pas de la même manière que les autres sujets. Et c'est des modalités particulières qui vont être riches et utiles pour pouvoir faire ça. Alors là je l'ai regroupé dans un, mais en réalité il y aurait plein de sous-slides à faire sur ce sujet de la motivation. Le seul message un peu important que je voulais vous donner là rapidement, c'était que ce qu'on sait aujourd'hui quand même sur la question de la motivation, c'est que ce qui marche et ce qui est le plus durable, c'est de faire en sorte de créer une véritable motivation intrinsèque. C'est-à-dire que tout ce qui vont être les sources de motivation dites extrinsèques qu'on va mettre à l'extérieur, je ne sais pas si vous connaissez cette distinction en psychologie entre les deux, hein. L'extrinsèque, c'est tout ce qui n'est pas lié à l'apprentissage lui-même en fait. C'est la gratification, c'est les petites récompenses que vous pourriez donner. La motivation intrinsèque, c'est que vous êtes motivé à apprendre parce que soit vous le souhaitez vraiment, vous souhaitez développer cette compétence, soit parce que vous en ressentez le besoin. Et donc ça, il y a des manières de... On sait aujourd'hui que les sources de motivation extrinsèques, elles sont très peu durables et elles peuvent même être un peu contre-productives parce qu'ensuite ça crée des formes ça crée des carottes dans lesquelles en fait les apprenants ensuite n'apprennent plus s'ils n'ont plus une carotte. Donc ça, alors que les motivations intrinsèques, elles sont profondes et durables, et il y a des manières de les créer, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Typiquement, la pédagogie par projet, c'est quelque chose qui marche très bien pour ça, parce qu'évidemment, vous plongez l'apprenant dans une situation où vous lui faites prendre conscience de ce à quoi ça va lui servir. Ça, c'est utile, mais même de manière un peu plus micro, le simple fait de projeter l'apprenant et de lui montrer des situations concrètes, en fait, dans lesquelles il ne se rend pas compte que les réflexes qu'il peut avoir, les gestes qu'il peut avoir ont des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Ça, c'est des choses dont on a pu montrer qu'elles avaient des effets réels en termes de motivation des apprenants. Voilà. Donc il y a des manières de s'y prendre aussi, et c'est à ces moments-là aussi que par exemple des vidéos inspirantes peuvent être très utiles. Alors que les vidéos, typiquement, faire de la vidéo pour expliquer des choses théoriques descendantes, aujourd'hui, il n'y a pas une démonstration très nette que ça soit aussi important que ça. À la limite, il vaut mieux consacrer les mêmes ressources à travailler sur les exercices d'application que je vous ai expliqué tout à l'heure, et de garder les aspects vidéo pour ce genre de sujet sur lequel, en revanche, ça a une grande valeur ajoutée. Voilà, je vous remercie. Juste pour conclure au global, hein, ce qu'il faut que vous compreniez sur le principe des sciences cognitives, je vous donner quelques exemples. Vous imaginez bien qu'il y a une littérature gigantesque, il y aurait beaucoup plus à en dire. C'est que c'est vraiment un outil très puissant pour aider en fait et contribuer à ce changement de paradigme. Je pense qu'on a tous besoin de faire, qui est de passer d'une logique en fait où on partait tous du contenu uniquement, de notre contenu, de qu'est-ce qu'on doit transmettre, et donc de sa logique interne, quoi. J'ai besoin de former sur les techniques de vente, comment est-ce que moi je l'expliquerai, à une logique où on part finalement des besoins de l'apprenant pour s'approprier ce contenu. Et c'est ce renversement qui me semble fondamental pour gagner en efficacité dans tout ce qu'on fait, et sur lequel l'ingénierie pédagogique a beaucoup encore à apprendre pour pouvoir s'améliorer. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Didasque avec une technologie qui prend tous ces messages, toutes ces recommandations et les met dans une technologie pour vous aider à les mettre en pratique sans que vous ayez besoin de connaître tout ce que je vous raconte là. Voilà, je vous remercie. Il nous reste juste quelques temps pour des questions, mais on est dans les fondamentaux de ce qu'est vraiment l'ingénierie pédagogique. Le reste, ce n'est que de l'illusion. À vous, des questions tout de suite à poser à Hassan. Levez la main, parce que moi j'en ai plein de questions, hein, mais c'est à vous d'en profiter. Alors,
Bon, je pose moi ma question. Donc, de la pédagogie par projet, on l'a bien entendu, c'est vraiment un des moyens d'aller développer cette motivation intrinsèque. On a parlé tout à l'heure de l'illusion. Quid dans cette pédagogie-là de la pédagogie utilisant la réalité virtuelle? Aller plonger dans la XR, qu'est-ce que ça va pouvoir utiliser et c'est quoi peut-être les biais ou les limites? Il y a plusieurs choses qui se passent avec la réalité virtuelle. C'est à la fois en fait dans ses forces, je pense, un outil qui vous permet en fait de faire cette mobilisation à chaud dont je parlais tout à l'heure, sans avoir besoin d'être dans une vraie situation. Et des fois, vous pouvez pas, quoi. Typiquement, vous allez pas. Enfin, si vous pouvez simuler des incidents dans des centrales nucléaires, mais enfin à un moment quand même c'est compliqué et c'est coûteux, quoi. Donc c'est vrai que quand on a besoin de faire travailler sur des machines un peu complexes, etc., à un moment il faut manipuler. Et donc c'est là où la réalité augmentée, la réalité virtuelle, évidemment joue un rôle très important. Mais dans ces cas de figure-là, moi ce que je recommande beaucoup, c'est, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur la séparation de la partie à froid et à chaud. En fait, je vois aussi beaucoup de clients qui dépensent énormément de ressources sur un a priori qui est justifié, qui est ce côté, il faut bien que je les fasse manipuler. Sauf qu'en fait, on sait que c'est très coûteux quand même, la réalité virtuelle, d'une manière ou d'une autre, même si on essaie de la rendre moins coûteuse ici, globalement, ça prend du temps. Et en fait, juste créer 30 minutes, 1 heure de e-learning en réalité virtuelle, c'est très coûteux. Et donc, si on essaie de tout enseigner par là, ça devient ça devient pas du tout optimal. Alors qu'en fait, ce qui est le plus efficace, c'est de traiter le maximum de ce qu'on peut faire à froid et de réserver la réalité virtuelle pour les fins de parcours, là où vous avez besoin de le faire mobiliser. Voilà. Et après, ça joue un autre rôle aussi qui est intéressant, la réalité virtuelle, qui est là. Alors donc c'est soit très en aval, comme je viens de le dire, soit très en amont, à la limite, parce que c'est un très grand capteur de l'attention. La réalité virtuelle, parce que vous êtes, alors des fois presque trop d'ailleurs, on peut en parler, mais des fois presque trop, mais l'avantage c'est que du coup, en termes d'émotion par exemple, vous pouvez être amené, si c'est bien fait, ce qui est pas simple, mais à ressentir en fait des choses, à les expérimenter, à les vivre. Et quand vous avez besoin de motiver les gens sur des sujets, par exemple, le fait qu'ils se retrouvent dans des contextes où ils voient tous les clients leur sauter dessus, typiquement, et qu'ils ressentent ce que ça fait, ça peut leur faire se dire, ok, j'ai envie d'être préparé. Mais en revanche, et c'est vrai d'ailleurs pour la pédagogie par projet, c'est peu efficace dans les phases d'apprentissage initial, voire c'est contre-productif. On a des travaux de recherche qui ont montré que la pédagogie par projet ou la pédagogie par réalité virtuelle, en fait, pour apprendre juste les bases d'un ensemble de concepts, de théories, savoir les appliquer à la base, en fait, c'est moins efficace que de la formation même traditionnelle, parce qu'en fait, c'est un tel capteur d'attention que les gens en fait se focalisent pas sur ce qu'ils ont à apprendre, et comme ils ont déjà beaucoup de choses à traiter avec toutes ces nouvelles informations, ces théories, ce sont des distracteurs inutiles en réalité. Donc en fait, quand les clients me demandent à la fin il faut que j'en fasse ou pas de la pédagogie par projet, ce que je leur dis c'est ça dépend de votre projet. La question c'est est-ce que vous êtes dans un contexte où vous avez besoin de motiver vos apprenants? Des fois, c'est le cas. Et dans ce cas-là, allez-y, commencez par là, mais ne vous illusionnez pas sur le fait qu'ils vont pouvoir tout apprendre comme ça. Et en revanche, quand vous êtes face à des apprenants qui sont déjà motivés, des fois heureusement c'est le cas, c'est eux qui s'inscrivent, etc. Là vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le garder plutôt pour la fin, à des moments où vous allez vouloir que les apprenants rassemblent tout. Dernière question, parce qu'il y a après une autre conférence. Très souvent, on a associé l'ingénierie pédagogique dans des contextes de digitalisation à de la modularisation des contenus, en se centrant sur ce découpage. Et dans ce que j'entends, est-ce que la valeur ajoutée de l'ingénierie pédagogique ne vient pas, au contraire, dans la capacité à aller analyser tous les espaces d'activité pédagogique, d'implication et d'appropriation du contenu par l'apprenant? Oui, enfin complètement. Et en fait, je pense que d'une manière, c'est une très bonne question. Je pense que d'une certaine manière, ce que je vous ai montré là est une manière de penser la modularisation d'un parcours en réalité. C'est parce qu'en fait, ces enjeux cognitifs que je vous ai expliqués, ils se jouent pas à l'échelle de l'ensemble d'une formation. On se rend bien compte que dans une formation de commercial, on passe éventuellement, chaque notion peut faire écho à un enjeu cognitif différent que je vous ai montré là. Et donc en fait, c'est nous on est convaincus, c'est qu'il faut vraiment prendre les choses notion par notion et sur chacune s'interroger sur justement quel est l'enjeu cognitif derrière. Et c'est là où une fois que je dis ça, je fais peur à tout le monde. On se dit mais mon Dieu, c'est quoi ce boulot de dingue qu'on me demande de faire pour pouvoir être efficace? Et donc c'est pour ça justement que notre conviction à Didasque a toujours été de
comment est-ce qu'on fait pour développer une technologie qui permet aux gens de faire ça. Et toute la techno Didasque, elle est basée en fait sur ce qu'on appelle des granules Didasque, qui chacune justement en fait vous aide et c'est une sorte de framework dans lequel vous allez découper en fait votre contenu, mais qui va vous permettre de le faire très facilement et où à chaque fois il va vous aider à identifier l'enjeu cognitif spontanément et vous proposer la modalité qui convient directement, voire même vous la pré-générer, sur lequel vous n'aurez plus qu'à faire des modifications. Voilà, c'est tout l'intérêt de la logique. Et pour ça, il faut aller sur le stand de Didasque pour avoir la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. On apprend toujours beaucoup à t'écouter. C'est un grand plaisir.